En parlant de la récente gouvernement, Samuel Kondede, d'abord je peux savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que la présence de nouveaux venus dans le gouvernement Samuel Kondede risque de bouger les choses? Bon, moi je ne vois pas qu'est-ce que ça va bouger. C'est un gouvernement électoraliste. C'est un gouvernement qui a été préparé pour soutenir la campagne du chef de l'État. Bon, en termes de résultats, qu'est-ce que ce gouvernement va faire en 6 mois? Parce qu'il reste 6 mois. Parce que les élections, en principe, doivent se tenir 3 mois avant la fin du mandat. Je ne sais pas quel miracle les gens vont faire. Parce que, bon, les gens ont dit, bah, on a nommé Jean-Pierre Bemba. Je veux bien. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas un Rambo. Ce n'est pas un Rambo qui va prendre son arme pour y aller tuer tous les M23 et les Codeco et tout ça là. En fait, Jean-Pierre Bemba, c'est un politique. Alors, pour qu'il réussisse dans son secteur d'activité, qui est la défense, il faut mettre de moyens à la disposition de l'armée. Si l'armée n'a pas de moyens, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba va faire? Rien du tout. Il en est de même des autres. Vital Kamere et tout ça. Ils ont beau avoir la volonté, mais d'abord, il faut qu'il y ait une bonne politique gouvernementale, doublée de moyens pour soutenir cette politique. Si ces deux facteurs-là manquent, vous pouvez prendre l'homme le plus intelligent du monde, l'homme le plus fort du monde, il ne fera rien. Je ne suis pas trop impressionné par le nouveau gouvernement, parce que il risque d'être buté au problème de moyens. Vous savez, par exemple, lorsqu'on prend le secteur du ministre de l'Intérieur, vous avez vu, celui qui venait d'être là, Maître Daniel Selo, notre confrère. Bon, pendant tout son mandat, il y a eu une montée exponentielle de l'insécurité dans les villes, avec ce qu'on appelle le banditisme urbain, le Kuruna. Surtout à Kinshasa. Bon, c'est dans toutes les villes maintenant, dans toutes les villes. Dans toutes les villes? Oui. De la RDC? Oui, partout. Même là où il n'y avait pas de Kuruna, maintenant c'est devenu le sport favori. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'insécurité lorsque dans un sous-set, vous n'avez qu'un ou deux policiers? Il y a des familles qui sont attaquées, il y a des Kuruna qui font leur sport favori. Quand vous allez au sous-set pour appeler au secours, le policier vous dit, ah, Nazanga Moko. Ah, Tozaka Abisumi Bale. Et ils peuvent être mis là avec une seule arme. Une arme qui n'a que 2 ou 3 munitions. Comment voulez-vous qu'ils puissent sécuriser les gens? Donc, on ne s'amuse pas avec la sécurité. Et rien ne peut se faire sans la sécurité. Si le pays est en insécurité, le pays ne connaîtra pas le développement. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne peut prendre 5 milliards, aller déposer dans un pays où il y a l'insécurité, et puis demain, on pille ses installations et il perd tout. En parlant de la proposition de loi sur la congolité, d'abord je puis savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que c'est une proposition discriminatoire? J'ai dit que cette proposition de loi dite Tchani est anticonstitutionnelle. Et elle est discriminatoire et elle est inopportune maintenant. Donc, c'est une proposition qui ne viendra que ajouter à la tension qu'il y a dans le pays, qui ne viendra ajouter qu'à la division qu'il y a dans le pays. Et ce n'est pas bon pour un pays qui est attaqué de toutes parts, qui demande à ce que nous soyons soudés, qu'il y ait une cohésion nationale pour faire face à l'agression dont nous sommes logés à l'Est, qu'on vienne ajouter une histoire inutile. Au regard de la loi actuelle de notre pays, cette proposition est anticonstitutionnelle. C'est le 1e plateau sur lequel je l'ai dit. C'est vrai, beaucoup de Congolais sont animés plus par un sentiment, n'est-ce pas, de peur ou de haine contre certaines personnes. Mais moi, je suis un scientifique. Je suis juriste et je le resterai. Je ne peux pas soutenir une proposition qui va à l'encontre de la loi fondamentale de mon pays. Je demande aux gens de se reporter sur l'article 13 de notre Constitution. Que dit l'article 13? Cet article dit ceci.
aucun Congolais ne peut faire l'objet de discrimination pour l'accès aux fonctions publiques, à l'éducation et à toute autre matière. Congolais d'origine ne veut pas dire Congolais de père et de mère. Ça, je martèle sur ça, parce qu'il y a plusieurs juristes qui prennent les raccourcis pour dire, quand on dit Congolais d'origine, ça signifie de père et de mère. C'est faux. Comment pouvez-vous me convaincre, moi, juriste et professionnel des droits que je suis, que cette fameuse proposition de loi ne viole pas les dispositions constitutionnelles? Ce critère-là de père ou de mère n'est pas un critère de compétence, encore moins un critère de loyauté ou d'amour pour ce pays. Les cas sont légion. Ceux qui ont amené ce pays là où il est, ce sont ces fameux Congolais de père et de mère. Ceux qui font des détournements aujourd'hui dans ce pays, ce sont les Congolais de père et de mère. Ceux qui trahissent les pays aux étrangers, ce sont les Congolais de père et de mère. Par contre, nous avons certains Congolais qui n'ont eu qu'un parent congolais, mais qui sont restés fidèles à ce pays et qui ont rendu de bons et loyaux services à ce pays. Le cas de Mamadou Ndala. Les cas sont légion et je peux commencer à les citer depuis la Première République. Je vous citerai le cas d'Albert Delvaux, Mafuta Kizola. Nous avons des vaillants Congolais comme José Ndoun de Bonongue. Vous allez me dire que ces gens-là, ils n'aiment pas le pays? Nous avons des gens comme Jean Bamani Sassaïdi qui ont investi dans ce pays ici. Des Adam Bobol. La liste est trop longue. Kengo Adondo. Qui peut contester? Qui même dans cette classe politique peut dire qu'il a fait mieux que Kengo Adondo dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait mieux? Qu'est-ce que le Tchadien a fait? Il dit qu'il a travaillé pour la Banque mondiale pendant 35 ans là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Cette proposition est illégale et risque, je dis bien, d'amplifier les conflits au pays. Parce que peut-être qu'on vise une personne, on ignore qu'il y a des millions de personnes qui sont dans ces cas. Et si ces gens-là manifestent leur mécontentement, je vous dis que ce pays risque de connaître des moments d'ingouvernabilité terribles. Merci de continuer à faire confiance à la meilleure des chaînes, mesdames, messieurs. Je suis Willy FT, mon combattant de la liberté, votre humble serviteur, le présentateur de votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère socio-politico-juridique. Mesdames, messieurs, une émission qui est toujours présentée par monsieur Willy FT, mon combattant de la liberté, que je suis. Mesdames, messieurs, tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de la loi sur la nationalité. En fait, on parlera sur la congolité. Est-ce qu'aujourd'hui, pour être président de la République, il faut à tout prix être congolais de père et de mère? On en parle tout à l'heure dans cette émission, mesdames et messieurs. Tout au long de cette émission, on parlera également des élections de 2023. Mesdames, messieurs, est-ce que M. Denis Kadima assure l'indépendance ou non? Est-ce que les élections de 2023 risquent d'être reportées ou non? On parle d'un peu de temps, mesdames, messieurs. Toujours tout au long de cette émission, on parlera de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la RDC? On en parle dans cette émission, mesdames, messieurs. Pour finir, on parlera également de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que la ville-province de Kinshasa a un gouverneur incompétent? Est-ce qu'après 4 ans de règne et de gouvernance, pouvons-nous dire aujourd'hui que le bilan de M. Jean-Tinu Bakangobila est complètement positif ou non? On en parle tout à l'heure, mesdames, messieurs. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Maître Silver Kyunga.
Il est avocat et analyste politique indépendant. Maître, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bien. On est relax. Bien, mesdames, messieurs, on débute avec la loi sur la congolité. Est-ce que c'est important pour être, en fait, est-ce que c'est important pour avoir un président de la République? Il faut que le président, en fait, le soi-disant président de la République soit congolais de père et de mère. Est-ce que la proposition de loi est-il important présentement ou non? On en parle présentement, mesdames, messieurs, on débute avec ça. En fait, Maître Silver, en parlant de la proposition de loi sur la congolité, d'abord je puis savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que c'est une proposition discriminatoire, comme certaines personnes ont fait l'estime? Oui, merci. J'ai dit que cette proposition de loi dite Tchani est anticonstitutionnelle. Et elle est discriminatoire et elle est inopportune maintenant. Donc, c'est une proposition qui ne viendra que ajouter à la tension qu'il y a dans le pays, qui ne viendra ajouter qu'à la division qu'il y a dans le pays. Et ce n'est pas bon pour un pays qui est attaqué de toutes parts, qui demande à ce que nous soyons soudés, qu'il y ait une cohésion nationale pour faire face à l'agression dont nous sommes l'objet à l'Est, qu'on vienne ajouter une histoire inutile pour diviser de plus en plus les Congolais. Non, mais en fait, il n'y a que la présidence qui est visée, maître. En fait, en quoi est-ce que c'est choquant? Il n'y a que la présidence qui est visée. Non, il n'y a pas que la présidence. Selon l'initiateur de cette loi, il faut verrouiller les postes de chef de l'État, verrouiller les postes de Premier ministre, verrouiller les postes de chef d'état-major, Banque centrale également. Il y a plusieurs postes comme ça, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Mais au regard de la loi actuelle de notre pays, cette proposition est anticonstitutionnelle. C'est le énième plateau sur lequel je l'ai dit. C'est vrai, beaucoup de Congolais sont animés plus par un sentiment, n'est-ce pas, de peur ou de haine contre certaines personnes. Mais moi, je suis un scientifique, je suis juriste et je le resterai. Je ne peux pas soutenir une proposition qui va à l'encontre de la loi fondamentale de mon pays parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un. Non. N'êtes-vous pas de ceux qui estiment que en fait, la dite proposition de loi vise directement M. Moïse Katumbi? C'est l'impression que ça donne parce que dans certains forums où j'ai à débattre avec les gens, quand vous faites un débat, on tombe vite sur Moïse Katumbi. Et quand vous êtes contre cette proposition de loi, on dit automatiquement vous êtes katumbiste. Bon, moi je dis à tous ces gens-là, c'est un manque d'argument. Je demande aux gens de se reporter sur l'article 13 de notre Constitution. Que dit l'article 13? Cet article dit ceci, je vais le dire de mémoire. Aucun Congolais, aucun, et lorsqu'on dit aucun, c'est sans exception, c'est aucun. Aucun Congolais ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès aux fonctions publiques et à l'éducation et à toute autre matière. Le législateur est clair. Aucun Congolais ne peut faire l'objet de discrimination pour l'accès aux fonctions publiques, à l'éducation et à toute autre matière. Et le législateur ajoute ceci, que cette discrimination vienne de la loi ou d'un acte de l'exécutif. Ça signifie quoi? Même si c'est l'Assemblée nationale ou le Parlement général, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui prend une loi pour discriminer, l'article 13 dit non. Et l'article 13 ajoute, cette discrimination peut venir de quoi? C'est qu'on interdit. On interdit une discrimination par rapport à l'origine tribale, par rapport à l'origine ethnique, par rapport à la condition sociale, par rapport aux convictions politiques,
par rapport à la religion et par rapport à l'origine familiale. C'est clair comme l'eau de la source. Tout juriste normal qui n'est pas motivé par des considérations politiques dira que cette loi va à l'encontre de l'article 13 de notre Constitution. Bon, maintenant, j'ai eu à échanger avec certains juristes qui prennent les raccourcis. Ils disent, mais l'article 72 de la Constitution donne les conditions pour être chef de l'État. Il faut être, première condition, Congolais d'origine. Tout à fait normal. Mais qui est Congolais d'origine? Parce qu'en droit, les termes que le législateur utilise, c'est lui-même qui donne l'explication de ces termes-là. Quand vous prenez la majorité des lois de notre pays, vous verrez que le législateur, avant de donner les articles, il donne les définitions que lui-même, le législateur, estime vraies pour les termes qu'il utilise. Lorsque vous prenez cet article 72, sur lequel les gens se focalisent, il faut être Congolais d'origine. Pour comprendre qui le législateur appelle Congolais d'origine, il faut aller dans la loi sur la nationalité. Lorsque vous allez dans cette loi sur la nationalité, qui n'est pas encore abrogée jusqu'à ce jour, vous prenez son article 6. Cet article 6 de la loi sur la nationalité dit ceci. Et Congolais d'origine, celui dont le clan, la famille, l'ethnie, la tribu s'est retrouvé sur le sol de ce qui est devenu la République démocratique du Congo depuis 1960. C'est ce que ça dit. C'est celui-là qu'on appelle le Congolais d'origine. Donc, les Congolais d'origine, c'est celui dont l'ethnie, la tribu, tout ça, ont été trouvés sur ce territoire à partir de 60. Congolais d'origine ne veut pas dire Congolais de père et de mère. Ça, je martèle sur ça, parce qu'il y a plusieurs juristes qui prennent les raccourcis pour dire, quand on dit Congolais d'origine, ça signifie de père et de mère. C'est faux. C'est toute la ligne. Et l'article 7 de cette même loi sur la nationalité renchérit pour dire que est Congolais de naissance, c'est lui dont l'un des parents, soit le père, soit la mère, est Congolais. Alors, fort de ces deux articles 6 et 7 de la loi sur la nationalité, de l'article 13 de la Constitution, comment pouvez-vous me convaincre, moi, juriste et professionnel de droit que je suis, que cette fameuse proposition de loi ne viole pas les dispositions constitutionnelles? Moi, je dis aux tenants de cette loi-là, qui veulent la prendre pour des raisons politiques, si c'est ça qu'ils veulent, il faut amender la Constitution. Vous amendez certaines dispositions de la Constitution, alors cette loi deviendra conforme. Mais j'ajoute ceci. Lorsque vous suivez tous ceux qui sont derrière cette loi, en réalité, ils visent certaines personnes. Mais ils oublient, entre autres, ils oublient qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui sont dans ces cas-là. Des millions qui sont nés de pères étrangers. Et l'autre bizarrerie que je trouve, c'est qu'on dirait qu'on se focalise à ceux qui sont nés des parents blancs, disons-le. Mais combien de métissages il y a eu entre Congolais et d'autres Africains noirs comme nous? Combien de métissages? Les Congolais ont fait des enfants avec toutes les nationalités d'Afrique ici. Des noirs comme nous. Est-ce qu'on en parle? Et puis, le chef de l'État lui-même, dans une interview que j'ai encore, a dit que ce critère-là de père ou de mère n'est pas un critère de compétence, encore moins un critère de loyauté ou d'amour pour ce pays. Les cas sont légion. Ceux qui ont amené ce pays là où il est, ce sont ces fameux Congolais de père et de mère. Ceux qui font des détournements aujourd'hui dans ce pays, ce sont les Congolais de père et de mère.
Ceux qui trahissent les pays aux étrangers, ce sont les Congolais de père et de mère. Par contre, nous avons certains Congolais qui n'ont eu qu'un parent congolais, mais qui sont restés fidèles à ce pays et qui ont rendu de bons et loyaux services à ce pays. Le cas de Mamadou Ndala. Les cas sont légion, et je peux commencer à les citer depuis la Première République. Je vous citerai le cas d'Albert Delvaux, Mafuta Kizola. Nous avons des vaillants congolais comme José Ndounde Bonongue. Vous allez me dire que ces gens-là, ils n'aiment pas le pays? Nous avou des gens comme Jean Bamani Sassaïdi qui ont investi dans ce pays ici. Des Adam Boboy. La liste est trop longue. Kengo Adondo. Qui peut contester? Qui même dans cette classe politique peut dire qu'il a fait mieux que Kengo Adondo dans ce pays? Est-ce que Noël Tchani a fait, est-ce que M. Noël Tchani a fait mieux que José Ndoundou dans ce pays? Qu'est-ce qu'il a fait mieux? Il dit qu'il a travaillé pour la Banque mondiale pendant 35 ans là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Donc, vous voyez que ça, c'est de faux fouillants. Des gens comme papa Jeannot Bemba Saolona, qui a investi dans ce pays, qui a été pendant longtemps président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre, ANESA. On va me dire que si papa Jeannot Bemba, qui était même devenu ministre Tsunze, était devenu premier ministre, il va trahir ce pays. Nous avons eu des gens comme Seth Yale, qui a été directeur, enfin, conseiller en matière de sécurité du président Mobutu pendant plusieurs années. On a entendu pendant que Seth Yale était le patron de la sécurité de notre pays, que le pays a été trahi quelque part. Non. Donc, ça, moi, vraiment, je mets ça dans le compte des gens qui veulent écarter peut-être les adversaires politiques. Mais si nous restons en droit pur, cette proposition est illégale et risque, je dis bien, d'amplifier les conflits au pays. Parce que peut-être qu'on vise une personne, on ignore qu'il y a des millions de personnes qui sont dans ces cas. Et si ces gens-là manifestent leur mécontentement, je vous dis que ce pays risque de connaître des moments d'ingouvernabilité terribles. Je rappelle à ceux qui sont les tenants de cette fameuse loi que si nous avons connu la guerre de l'AFDEL, cette guerre est partie de la revendication de la nationalité zaïroise par les Banyamulenge. C'était ça le début de cette guerre. Parce que en 1971, lorsque le chef de l'État Mobutu est au pouvoir, avec comme directeur de cabinet Bisengema Nahuema, on avait sorti une loi sur la nationalité, la loi 71-05/71, qui avait donné la nationalité en bloc à tous les Rwandais, tous les Burundais, tous les Ougandais qui ont vécu sur le sol congolais depuis 1950. Et en 1980, lorsque Mobutu crée le comité central du UNPR et qu'il nomme les membres du comité central, la classe politique zaïroise à l'époque va estimer qu'il y a certaines personnes qui ont été nommées comme membres du comité central qui avaient une nationalité douteuse. D'où on va revoir la loi de 71 pour faire une nouvelle loi en 81 qui a abrogé celle de 71. La conséquence, c'est quoi? Tous ces gens qui ont obtenu la nationalité zaïroise en 71 l'ont perdu en 81. Ils ont commencé leurs revendications. En 90, 91, quand on a fait la conférence nationale souveraine, ces gens-là sont venus à la conférence nationale souveraine avec leurs partis politiques pour être admis. La commission de validation des mandats les a rejetés. Elle a dit, vous êtes des étrangers, vous ne pouvez pas avoir un parti politique et vous ne pouvez pas faire partie de la conférence nationale souveraine. Ils sont partis et pendant ce temps, ils se préparaient. C'est ainsi qu'en 1976, la guerre va commencer à l'Est. Et pendant 2-3 semaines, toute la presse internationale a dit les Banyamulenge viennent de prendre les armes pour revendiquer la nationalité zaïroise. C'est longtemps après qu'Enze Laurent Désiré Kabila a été consulté en Tanzanie pour intervenir dans cette histoire. Mais le début de la guerre, c'était la revendication de la nationalité zaïroise. L'histoire doit nous renseigner. Parce que j'ai l'impression que le Congolais, il navigue comme
des gens qui sont sans boussole. Donc, voilà que ce rejet-là nous a amenés à la guerre de l'AFDEL. Et depuis lors, l'Est est sous instabilité. Aujourd'hui, on veut écarter certains Congolais de la gestion de la chose publique parce qu'ils seraient nés d'un parent qui ne serait pas congolais. Nous risquons de vivre le même scénario. Nous risquons, là j'attire l'attention du gouvernement et du chef de l'État, nous risquons de vivre le même scénario. Nous sommes des intellectuels, nous devons voir le futur. Gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, il y a une insécurité croissante qu'on n'arrive pas à justifier dans le Katanga. À Lubumbashi, il y a des gens qui sont tués la nuit et qui sont mis dans des sacs. On ne sait pas qui est en train de tuer les gens. Il ne faut pas donner le flanc, il ne faut pas donner l'occasion à ces gens-là. Et nous savons qu'il y a des velléités sécessionnistes au Katanga. Ce n'est un secret pour personne. Nous avons vu sur les réseaux sociaux ici des billets de banque, d'une banque centrale katangaise, des drapeaux, des hymnes nationaux, tout ça. Alors, le pays est en danger. Il y a du désordre, de l'insécurité à l'est du pays. Il y a de l'insécurité dans le Bandundu, notamment Kouamout, Bagata, et même à Maluku ici. Donc, je pense que ce n'est pas le moment de créer de nouvelles sources de tension. C'est le moment de faire la cohésion nationale, de réunir la population autour de l'idéal de la sécurisation de l'Est du pays. Il ne faut pas créer de nouvelles sources de tension. Parce que quand vous parlez comme ça, j'ai discuté avec certaines personnes, ah, vous êtes catombistes, vous êtes de l'ensemble et tout ça. Ça, c'est un raisonnement, je trouve, enfantin. Moi, je pense Congo. Je réfléchis Congo. Je ne suis pas ici pour défendre un individu. Parce que ceux qui sont en train de mourir à l'Est, ceux qui meurent dans les Kwango, dans les Kwilu ici, et à Kinshasa, ici à Malo, ce sont des Congolais. Si demain il y a du désordre dans d'autres parties du pays, c'est encore des Congolais qui vont mourir. Donc, ne voyons pas nos intérêts personnels. Moi, je suis Congolais de père et de mère. Vous pouvez remonter jusqu'à la 10e génération, je suis de père et de mère. Donc, la loi ne me gêne pas. Mes enfants sont Congolais de père et de mère. Mes frères et sœurs sont Congolais de père et de mère. Mais on ne doit pas raisonner en égoïste parce que vous, la loi ne vous dérange pas, donc vous devez épouser cette loi aveuglement. Non. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des leaders d'opinion. Nous devons éclairer la masse et même éclairer la classe politique sur les éventuels dangers que cette loi peut nous amener. Donc, pour l'instant, cette loi n'a pas d'importance. Parce qu'aujourd'hui, moi, je mets cette question sur la place publique. C'est quoi la question? Entre un Congolais des pères et des mères qui prend une nationalité étrangère et un Congolais ayant un seul parent qui est resté Congolais, quel est celui qui aime son pays? Quel est ce Congolais que moi je vais respecter? Je ferme les yeux. Moi, je choisirai le Congolais ayant un parent congolais, mais qui a gardé sa nationalité et qui est resté Congolais. Par rapport à tous ces gens qui sont allés à l'étranger, qui ont pris de nationalité étrangère et qui se comportent comme tels. Aujourd'hui, ces gens-là sont au pouvoir ici. Ils sont dans toutes les institutions du pays. Vous allez à la présidence, ils sont là. Vous allez au gouvernement, ils sont là. Vous allez au parlement, ils sont là. Et même dans les entreprises de l'État ici, ils sont là. Avec 2, 3, 4 passeports. Alors, ces gens-là qui ont renié la nationalité, leur nationalité d'origine, sont-ils plus congolais que celui qui n'a servi que son pays, mais n'ayant qu'un seul parent congolais? N'êtes-vous pas de ceux qui estiment que en fait, l'auteur de la proposition de loi est sous-traité en fait, par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui? Bon, c'est ce que certaines personnes disent. C'est ce que le pouvoir estime. C'est une sous-traitance du pouvoir. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là. Moi, je m'arrête au constat que cette proposition de loi est inconstitutionnelle et donc, il faut l'écarter, point barre.
Et nous voulons la paix au pays, nous voulons la paix de cœur. Écarter cette proposition de loi, elle n'a aucune importance. Le chef de l'État lui-même l'a dit clairement, ce n'est pas un critère de compétence, ce n'est pas un critère d'amour pour le pays. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, on prend directement le deuxième thématique de cette émission. Ça consiste en fait à la récente remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Mesdames, messieurs, que pouvons-nous attendre de ce nouveau gouvernement que le président de la République, Félix Tshisekedi, vient de mettre en place? Est-ce que les Congolaises et Congolaises peuvent espérer un changement ou non? On en parle tout à l'heure avec Maître Silver Kyunga. En fait, Maître Silver, en parlant de la récente gouvernement Sama Lukonde, d'abord, je peux savoir, êtes-vous de ceux qui estiment que la présence de nouveaux venus dans le gouvernement Sama Lukonde risque de bouger les choses? Bon, moi je ne vois pas qu'est-ce que ça va bouger. C'est un gouvernement électoraliste. C'est un gouvernement qui a été préparé pour soutenir la campagne du chef de l'État. Seulement? Oui, quand vous voyez la configuration, de ce gouvernement, vous comprenez que le chef de l'État a essayé de quadriller la République parce que pendant la campagne, à l'Équateur, il a ses lieutenants comme Jean-Pierre Bemba, comme le ministre du Commerce, là, Jean-Lucien Boussa. Comme de Guiloando et les autres. Voilà. Qui vont battre campagne pour lui dans le secteur Équateur. Bon. Pour le sud du Kivu, il a le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et il a Vital Kamerhe. Alors, pour le nord Kivu, il a Mbusa Nyamwisi, qui est du nord, qui va cadrer cette partie-là. Pour les Katanga, il y a la femme de feu Kyungwa Komwanza qui a été repêchée, placée dans le gouvernement. Et tout ça avec les autres qui vont aussi. Donc vous voyez, en réalité, c'est un gouvernement électoraliste. Bon, en termes de résultats, qu'est-ce que ce gouvernement va faire en 6 mois? Parce qu'il reste 6 mois. Parce que les élections, en principe, doivent se tenir 3 mois avant la fin du mandat. Là, c'est selon la Constitution, mais est-ce que ça oui, selon la Constitution, mais jusqu'à preuve du contraire, nous suivons la Constitution. On ne va pas se confier aux sentiments personnels. Donc, selon la Constitution, ce gouvernement n'a que 6 mois. Maintenant, en 6 mois, a-t-il, disons, le moyen de sa politique? Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré qu'apparemment, il y a un problème dans les recettes. Parce que, bon, le budget, il a été adopté, il a même été promulgué par le chef de l'État. Un budget costaud de 16 milliards, nous avons tous applaudi. 16 milliards. Mais dans les faits, il y a un problème qui se pose. Parce que quand vous regardez les différentes couches de la population qui émargent au budget de l'État, il y a des impayements. Les professeurs d'université se plaignent, les médecins se plaignent, les fonctionnaires se plaignent, partout là-bas, des retards de paiement et tout. Bon, pourquoi ces retards de paiement? Si nous sommes en train de bien récolter les recettes de l'État par les différentes régies financières, pourquoi le résultat, n'est-ce pas, de leurs prestations n'arrive pas dans les mains de ceux qui doivent être payés par l'État? Bon, alors, ajoutez à cela la dernière déclaration du président de la CENI, qui se plaint que depuis septembre, c'était le dernier mois où il avait été payé. Depuis octobre, il n'a reçu aucun rond. Donc, il y a des craintes. Alors, maintenant, quand il y a un problème d'argent, je ne sais pas quel miracle les gens vont faire. Parce que, bon, les gens ont dit, on a nommé Jean-Pierre Bemba.
je veux bien. Mais Jean-Pierre Bemba n'est pas un Rambo. Ce n'est pas un Rambo qui va prendre son arme pour y aller tuer tous les M23 et les Codeco et tout ça là. En fait, Jean-Pierre Bemba, c'est un politique. Alors, pour qu'il réussisse dans son secteur d'activité, qui est la défense, il faut mettre de moyens à la disposition de l'armée. Si l'armée n'a pas de moyens, qu'est-ce que Jean-Pierre Bemba va faire? Rien du tout. Il en est de même des autres. Vital Kamere et tout ça. Ils ont beau avoir la volonté, mais d'abord, il faut qu'il y ait une bonne politique gouvernementale, doublée de moyens pour soutenir cette politique. Si ces deux facteurs-là manquent, vous pouvez prendre l'homme le plus intelligent du monde, l'homme le plus fort du monde, il ne fera rien. Donc, moi personnellement, bon, je ne suis pas trop impressionné par le nouveau gouvernement, parce que il risque d'être buté au problème de moyens. Vous savez, par exemple, lorsqu'on prend le secteur du ministre de l'Intérieur, vous avez vu, celui qui venait d'être là, Maître Daniel Selo, notre confrère. Bon, pendant tout son mandat, il y a eu une montée exponentielle de l'insécurité dans les villes, avec ce qu'on appelle le banditisme urbain, le Kuruna. Surtout à Kinshasa. Bon, c'est dans toutes les villes maintenant, dans toutes les villes. Dans toutes les villes? Oui. De la RDC? Oui, partout. Même là où il n'y avait pas de Kuruna, maintenant c'est devenu le sport favori. Alors, pour mettre fin à ça, moi j'avais dit il y a plusieurs mois, il faut augmenter les effectifs de la police. Doter la police de moyens. Bon, j'étais quand même, comment dire, agréablement surpris hier. Le nouveau ministre, Maître Peter Kazadi, a déclaré, n'est-ce pas, devant le député Nekongo, qu'il y a un programme de recrutement de 13 000 policiers pour renforcer les effectifs. Ça, c'est vrai. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'insécurité lorsque dans un sous-set, vous n'avez qu'un ou deux policiers? Il y a des familles qui sont attaquées, il y a des couleurs qui font leur sport favori. Quand vous allez au sous-set pour appeler au secours, le policier vous dit « Ah, Nazanga Moko. Ah, Tozaka Bisumi Bale. » Et ils peuvent être mis là avec une seule arme. Une arme qui n'a que 2 ou 3 munitions. Comment voulez-vous qu'ils puissent sécuriser les gens? Donc, on ne s'amuse pas avec la sécurité. Et rien ne peut se faire sans la sécurité. Si le pays est en insécurité, le pays ne connaîtra pas le développement. Parce qu'aucun investisseur sérieux ne peut prendre 5 milliards, aller déposer dans un pays où il y a l'insécurité, et puis demain, on pille ses installations et il perd tout. Donc, le gouvernement doit d'abord s'atteler à la sécurisation du pays. Tant dans les villes, qui doivent être soutenues ou exécutées par la police nationale, il faut augmenter les effectifs de la police. Je ne sais pas nous avons combien, mais je sais que nos effectifs sont déficitaires. Parce que si dans l'armée les effectifs sont déficitaires, je sais que dans la police aussi. Moi, je pense que nous pouvons avoir une police de 300 000 ou 400 000 hommes. Le pays est grand. Nous devons avoir les moyens de nos ambitions. Oui, nous devons avoir les moyens. En France, ils ont 300 000 policiers. Un petit pays comme ça. Pourquoi nous, on n'en aurait pas plus? Nous, on peut avoir deux fois plus. Donc, vous voyez, il faut bien sécuriser les pays. J'ai toujours dit, le problème de notre pays, c'est le problème de déficit, disons, comment j'ai toujours appelé ça? Un problème de gouvernabilité, c'est-à-dire que nous avons des déficits dans tous les secteurs en termes d'effectifs. Nous avons très peu de médecins, nous avons très peu de professeurs, nous avons très peu de magistrats, nous avons très peu de policiers, très peu de militaires. Dans tous les domaines, c'est les déficits. Donc, pour un pays aussi grand que le nôtre, pour que l'État puisse asseoir son autorité partout, il faut accroître les effectifs dans tous les domaines pour que le pays soit bien administré. Oui? Donc, nous, je dirais que nous avons un problème de déficit d'administration. Parce qu'il y a des coins dans ce pays, tu peux faire 200 km, tu ne trouves aucun représentant de l'État. Aucun policier, aucun militaire, aucune autorité, 200, 300 km, vous circulez comme ça. Alors, comment voulez-vous
que des pays qui nous envahissent, des pays qui envient notre territoire, ne puissent pas rentrer comme dans du beurre, parce qu'ils ne trouvent personne. Donc, on doit s'atteler à bien cadrer ces pays ici, sur tous les plans. Vous voyez? Si nous le faisons, à ce moment-là, toutes les autres choses vont suivre. Parce que la sécurité prime surtout. C'est ça. Bien. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que je suis pour vous aujourd'hui, Maître Silver Kyunga, il est un essai politique indépendant et avocat. En fait, mesdames, messieurs, on parle présentement de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Mesdames, messieurs, on parlera également de l'insécurité faite dans la ville-province de Kinshasa. Que faudra-t-il faire aujourd'hui pour mettre fin au phénomène Kuluna? Que faudra-t-il faire? Quelle alternative pour nous prendre aujourd'hui pour mettre fin au phénomène Kuluna dans la ville-province de Kinshasa? En fait, Maître Silver Kyunga, on parle présentement d'insécurité. D'abord, je puis savoir, que faudra-t-il faire aujourd'hui pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville-province de Kinshasa? Bon, pour la sécurité de l'Est, j'avais donné une série de propositions, ça fait quelques mois. J'avais dit que pour moi, la première chose, le Congo doit compter sur ses propres forces. Et pour se faire respecter, nous devons avoir une grande armée. C'est ainsi que ça fait plus de 6 mois que j'avais proposé que le gouvernement puisse ramener les effectifs de notre armée dans un premier temps à 500 000 hommes. 500 000 hommes, c'est une grande armée. Il faut qu'on y arrive. On en a les moyens. Une bonne formation, des équipements modernes, et on va se faire respecter. J'avais aussi proposé que le moratoire sur les exécutions capitales qui a été adopté par notre pays depuis 2004, je pense, qu'on puisse lever ces moratoires, qu'on puisse désormais exécuter la peine de mort. Lorsqu'une personne a été condamnée à la peine capitale, lorsqu'elle utilise toutes les voies de recours et que les juridictions supérieures confirment sa condamnation, lorsque le chef de l'État ne lui donne pas la grâce présidentielle pour commuer la peine capitale en peine de perpétuité, il faut qu'on exécute. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des gens qui sont en train de banaliser la vie, qui tuent les gens comme des souris, comme des rats, que ces gens-là puissent être encensés, mis en prison et nourris aux frais du contribuable congolais. Je trouve ça vraiment cynique. Lorsque quelqu'un n'a pas du respect pour la vie, eh bien, l'État doit lui montrer que lui aussi, sa vie ne vaut rien. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la peine capitale se trouve dans notre arsenal juridique. C'est une sanction qui est prévue par la Constitution et par le Code de procédure pénale de notre pays. Donc, il faut qu'on l'exécute. Alors, au-delà de ça, j'ai dit, en rapport avec ces conflits avec le Rwandais, j'ai demandé depuis des mois que les relations diplomatiques avec le Rwanda soient rompues. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer, depuis toutes ces années ici, pourquoi nous gardons les relations avec ce pays-là. Nous-mêmes, le gouvernement congolais a confirmé qu'il a des preuves que les troupes rwandaises sont sur notre sol. La MONUSCO l'a confirmé. L'Union européenne l'a confirmé. Les États-Unis l'ont confirmé. L'ONU a confirmé que les troupes rwandaises sont sur notre sol, que le M23 reçoivent de l'aide du Rwanda. Mais je ne comprends pas. Le gouvernement est comme timoré. Le gouvernement, je ne sais pas, qu'est-ce qui les effraie pour rompre ces relations diplomatiques avec le Rwanda? Renvoyer un ambassadeur n'est pas une rupture des relations diplomatiques, je ne cesse de le dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre ambassade au Rwanda fonctionne, l'ambassade du Rwanda ici fonctionne. Vous avez besoin d'un visa du Rwanda, vous allez à l'ambassade, on vous donne et vous partez. Alors, comment des pays en guerre peuvent rester en relation diplomatique? Je ne comprends rien. Nous sommes en guerre. Nous venons de suivre ici l'Arabie Saoudite et l'Iran
Ils ont rompu des relations depuis longtemps. Ils n'étaient même pas en guerre directe. Ils étaient en guerre d'une façon interposée. N'est-ce pas au Moyen-Orient là-bas. Mais ils ont rompu les relations. Mais pourquoi nous, on ne rompt pas? On se plaint aujourd'hui, on dit nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Mais les premiers espions sont à l'ambassade. C'est là qu'on peut, n'est-ce pas, tirer des ficelles, faire des écoutes et tout et tout. Qu'est-ce qui nous empêche de rompre les relations diplomatiques avec ces pays-là? Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, ça, ce sont des mesures que le gouvernement peut prendre facilement. Parce que nous sommes très forts pour demander aux autres États de sanctionner le Rwanda. Mais je pense que c'est nous-mêmes qui devons d'abord commencer. Qu'est-ce que nous avons pris comme sanction contre le Rwanda? Montrons d'abord l'exemple. Nous prenons des sanctions contre le Rwanda. On rompt les relations diplomatiques. La frontière est fermée et n'est ouverte que d'une façon intermittente pour quelques heures, avec conditionnalité. On doit savoir qu'est-ce que tu viens faire ici ou bien qu'est-ce que tu vas faire là-bas. C'est alors qu'on va se faire respecter. Mais on ne le fait pas. On ne fait que se plaindre, nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Mais l'infiltration, là, ils entrent par où? Ils entrent par la frontière, non? Et quand vous restez, laissez votre frontière poreuse, mais les gens vont rentrer. Coupons les relations, affermons cette frontière-là, et puis contrôlons les gens qui sont à l'intérieur ici, qu'on sache comment ils sont rentrés, ils sont venus faire quoi? Vous n'êtes pas de ceux qui estiment que l'arrivée des forces régionales, en fait, risque d'apporter quelque chose? Rien du tout. Nous l'avons dit plusieurs mois avant que cette force-là est venue en villégiature, en promenade de santé. Comment ça? Oui. Mais ils vous ont dit clairement, les Kenyans ont dit qu'ils ne sont pas venus se battre. Les Angolais viennent de dire qu'ils ne sont pas venus se battre. Tout le monde l'a dit. Les Ougandais viennent de dire qu'ils ne sont pas venus se battre. Alors, ils sont venus faire quoi? Ils sont venus en tourisme, non? Les dangers que nous courons, ça, j'attire l'attention de la classe politique congolaise. Parce que nous avons l'habitude de ne pas voir plus loin que notre nez. Le danger que nous courons, c'est la balkanisation du pays. Aujourd'hui, vous avez suivi, le M23 s'est retiré de Bunagana avec interdiction formelle aux forces armées congolaises de mettre leurs pieds là-bas. Alors, où vous avez vu des rebelles qui se retirent du territoire d'un pays donné, et on interdit à l'armée nationale de récupérer ces parties-là. Et ces parties sont entre les mains de forces étrangères que nous ne contrôlons pas. Nous risquons de nous réveiller un matin. Ces envahisseurs qui sont à l'Est là font faire un référendum, comme quoi la population de l'Est demande l'autodétermination, ou ils demandent les rattachements au Rwanda et à l'Ouganda. Et puis comme l'ONU, c'est des gens qui sont aussi, je ne sais pas, je m'abstiens de leur donner une qualification, sinon ça serait grave. Vous verrez l'ONU dire oui, il y a l'autodétermination et nous allons soutenir. Et comme votre MONUSCO est là, ben, ils vont soutenir ça et puis un État est né à l'Est du pays. Est-ce que la classe politique pense à ça? Que vous pouvez vous réveiller un matin à un référendum d'autodétermination à l'Est là-bas? Ce qui vient de se faire en Ukraine, est-ce que nous ne suivons pas ça? Où la Russie a organisé le référendum d'autodétermination? Un référendum fait dans le chaos. Hein, vous votez avec un militaire derrière vous. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut que nous fassions attention. Ce qui se passe à l'Est touche à l'avenir du pays. C'est très dangereux. C'est très dangereux. La MONUSCO ou l'ONU, c'était une organisation, comme avait dit le général le général de Gaulle, c'est un machin qui en réalité est au service des grandes puissances. L'ONU. Ah oui. C'est une organisation qui est au service des grandes puissances. Il suffit que les grandes puissances aient leur agenda, ils font passer ça par l'ONU. Là, c'est une révélation. Je vous informe que la République qu'on appelle aujourd'hui Érythrée faisait partie de l'Éthiopie. Érythrée était une province de l'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Érythrée, c'est un État indépendant. Aujourd'hui, il y a une autre province qui est en train de faire la guerre, là, les Tigrés. C'est une partie de l'Éthiopie, mais ils font la guerre. Ils veulent être indépendants. Je vous rappelle que le Soudan était un pays uni
Aujourd'hui, nous avons le Soudan et le Soudan du Sud. Et qui a facilité la naissance du Soudan du Sud, c'est toujours votre ONU là. Vous comprenez? Je vous informe aussi que la Yougoslavie était un État qui s'est désintégré. Le Kosovo faisait partie de la Serbie. Aujourd'hui, le Kosovo est devenu un État. Toujours à cause de l'ONU. Ah non, le Kosovars ont demandé leur autonomie, tout ça là. Il faut faire attention et très attention. Je demande au service de renseignement, je demande à la classe politique, au gouvernement, de faire de bonnes analyses, de ne pas minimiser ce qui se passe à l'Est et de ne pas ouvrir d'autres fronts inutiles, comme cette histoire de nationalité là, hein, qui de pères et de mères qui n'ont aucun fondement. Focalisons nos intelligences à l'Est du pays, où il y a des velléités de balkanisation, et ce qui se fait là, où on empêche à notre armée à aller dans certaines parties de l'Est, c'est une balkanisation de fait. Alors, maintenant, évitez que demain vous vous réveillez demain avec un référendum. Je viens de suivre Paul Kagame, qui a raconté là, ah mais ce qui se passe là-bas, on veut renvoyer des Tutsis au Rwanda ici, on ne peut pas les renvoyer ici. Nous, on n'a rien à voir avec ces Tutsis-là. Ce sont des Congolais, ils doivent rester là-bas. Il faut faire attention à de tels discours. Moi, j'ai toujours trouvé, quand le monsieur là d'en face parle, il n'y a pas une réplique de notre gouvernement. Il y a comme une mollesse, on le laisse parler, raconter n'importe quoi, et nous, on ne réagit pas. Non. Nous devons réagir chaque fois que ce monsieur raconte des histoires. On doit réagir et les rencontrer. C'est très important. Donc, faisons très attention à ce qui se passe à l'Est. Moi, j'avais dit, cette force-là, elle nous aidera en rien. Équipons notre armée, augmentons les effectifs de notre armée, faisons la guerre totale. C'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui, on nous a enlevé cette histoire d'autorisation, tout ça avant d'acheter les armes. Eh bien, achetons les armes. L'embargo a été levé sous les armes existent. Créons des centres de formation pour ces jeunes gens, qu'ils apprennent des métiers, maçonnerie, menuiserie, charpenterie, ferraillerie, tout ce que vous voulez, la électricité, mécanique, on a fait avec le service national. Automobile. Former ces jeunes gens. On a fait avec le service national. Mais oui. Pourquoi on ne créerait pas des centres de formation? D'abord, nous avons un grand centre comme l'INPP, qui est un service de l'État. Pourquoi les autorités de la ville de Kinshasa, j'avais vu à l'époque de Kimbuta, Kimbuta a pris comme ça 200 ou 300 colonnes qu'on a envoyé à l'INPP, études supportées par l'hôtel de ville, pour qu'ils apprennent des métiers. Aujourd'hui, certains sont devenus des responsables. Donc, ils n'attendaient pas toujours qu'ils aient d'abord blessé les gens ou tué les gens avec leurs machettes pour les amener à Kanyamaka. Non. Si nous avons des centres de formation, on fait un appel. Tout jeune qui n'a pas eu l'occasion de faire de longues études, qui ne travaille pas, venez à tel endroit, on va vous prendre en charge, vous allez suivre une formation selon votre choix. Celui qui aime l'électricité ou la maçonnerie, il va le faire. Celui qui aime la conduite automobile ou la mécanique, il va le faire. Ceux qui veulent apprendre, c'est pas moi, l'informatique, tout ça. Vous prenez ces gens-là, vous les formez, et après leur formation, l'État se charge de leur trouver des opportunités d'emploi. Par exemple, ceux qui apprennent la coupe et couture, l'État peut donner un petit financement, vous achetez 2-3 machines pour ce monsieur-là, il s'installe quelque part, il fait son atelier de couture. Vous voyez, il y a moyen de trouver des solutions. Ceux qui font la mécanique là, on peut les prendre, on les envoie dans les garages de l'État, STA, on les envoie dans les garages de l'armée. Ils vont trouver de l'emploi. Vous voyez? Donc, c'est bien de réprimer, mais aussi il faut savoir quelle est la cause. Parce que des jeunes gens qui ne font rien, ils n'étudient pas, ils sont dans les quartiers, à longueur de journée, ils fument des chanvres, ils prennent des boissons fortes, là, les fameux ododo. Et après avoir pris ça, ils entrent comme en transe, ils commencent à trouver que tout ce qui passe devant eux, c'est des souris. Ils ne vous voient pas comme un humain. Quand il a sa machette, après avoir pris, n'est-ce pas, toutes ces drogues-là,
il constate qu'il est devant des moustiques, peut-être qu'il veut éradiquer. Vous voyez? Oui. Parce que si vraiment il savait que ça c'est un humain, il ne peut pas le faire. Mais sous l'emprise de ces drogues-là, il ne voit pas qu'il est devant un homme. Peut-être pour lui c'est un cancre-là. Il dit, bon, le cancre-là, il faut le tuer parce qu'il embête les gens. Vous voyez? Donc, il faut donner la formation. La formation. C'est vrai. Aujourd'hui, on parle de gratuité de l'enseignement, on en parle sur tous les toits. C'est bien beau. Mais les gens qui ont déjà dépassé l'âge, ils ne vont pas rentrer à la maternelle ou à l'école primaire. Ces gens-là, il faut les envoyer dans des centres de formation. Mais c'est dans ces centres-là qu'ils vont apprendre des métiers. Fait de la formation professionnelle, non? Oui, mais le ministère est là, il fait quoi? Ça fait quoi? C'est bien de faire des ministères, mais c'est quoi l'importance? C'est quoi l'apport de c'est-à-dire qu'un ministère doit effectivement fonctionner, c'est-à-dire ministère de la formation professionnelle, ce ministère-là doit avoir des centres de formation. Où sont les centres? On en a créé combien? Vous voyez ça? D'ailleurs, ce ministère-là, quand vous regardez en réalité, c'est un ministère qui gère, n'est-ce pas, des cycles professionnels réguliers. Hein, ceux qui font des écoles, des écoles techniques, maçonnerie, ébénisterie, tout ça, mécanique. Ça, c'est une filière normale. Mais ici, moi, je suis en train de parler des gens qui n'ont pas pu faire des études, même primaires. Des gens qui, peut-être, se sont arrêtés en 6e primaire, qui n'ont plus d'espoir. Ce sont ces gens-là qui remplissent les rangs de colonne. Alors, pour ces gens-là, on crée des centres de formation. Là-bas, on n'est pas trop dans la théorie, on est plus dans la pratique. Dans la pratique. On apprend à un monsieur, voilà, tu veux devenir briquetier, voilà comment on fabrique les briques. On lui montre la technique pour bien fabriquer les briques, pour bien doser et tout ça. Et demain, il peut être utile à la République. Nous sommes un pays en construction, il y a des bâtiments qui poussent par-ci, par-là. On a besoin de gens qui savent fabriquer des bonnes briques. Il veut apprendre la maçonnerie. On lui apprend comment on construit une maison, comment on ajuste les briques, comment on utilise, n'est-ce pas, l'échelle là et tout, pour savoir si la brique n'est pas penchée ou quoi. Donc, c'est ça qu'on doit donner à ces jeunes gens. Si, aujourd'hui, les colonnes a pris de l'ampleur, c'est parce que ces jeunes n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir. Donc, pour eux, ils trouvent que la vie est ratée. Bon, je fais ce que je veux, si on va me tuer, qu'on me tue. Bon, on a nommé l'honorable Jean-Marie Lokola, c'est comme PCA de l'INPP. En son temps, dans son truc là, G24, il appelait les colonnes et tout ça. Mais c'est l'occasion maintenant, et je pense même que c'est pour ça que le président de la République l'a nommé là-bas. Mais apparemment, il n'a pas compris sa mission. Parce que c'est maintenant là que lui, Jean-Marie Lokola, c'est ce qu'il nous montrait là avec G24. Maintenant qu'il est devenu officiel, c'est maintenant qu'il doit, en accord avec l'hôtel de ville, chercher les jeunes gens pour qu'ils aillent suivre la formation à l'INPP au frais de l'État. Mais je ne vois pas ça. Rien du tout. Rien du tout. Alors comment vous allez mettre fin au colonne? Parce que on va réprimer, mais si on n'arrive pas à trouver des solutions sur la cause du colonna, nous risquons de tuer tout le monde. Donc, il faut d'abord chercher les causes du colonna, puis on viendra, n'est-ce pas, à la répression. Donc, la répression doit aller de pair avec la formation. Il faut former les jeunes. Il faut leur donner de l'espoir. S'ils n'ont pas d'espoir, eh bien, il faut continuer à faire ce qu'ils font là-bas. Bien, mesdames, messieurs, 2 minutes 30 secondes nous séparent de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai aussi pour vous aujourd'hui Maître Fulbert Kyunga. Il est analyste politique indépendant et avocat et avocat de son état, mesdames, messieurs. C'est avec lui que nous avons eu l'échange, en fait, les temps d'échanger tout au long de l'émission, en fait, de ce jour. En fait, Maître Fulbert Kyunga, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Si possible, regardez la caméra et concluez l'émission. Bon,
Je conclue l'émission en ceci. Je demande aux autorités politiques du pays, je demande à la classe politique du pays d'être très réfléchis dans les mesures que nous voulons prendre en termes de sécurisation de notre pays, en termes de lois ayant trait aux élections. Les lois ont pour vocation d'être impersonnelles. Parce qu'on ne prend pas une loi pour s'en prendre à une catégorie de gens ou pour s'en prendre à une personne donnée. Une loi doit être impersonnelle et générale parce qu'elle est prise pour des générations et des générations. Nous qui sommes présents aujourd'hui, nous passerons. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc, soyons plus réalistes, soyons plus non émotionnels et prenons des décisions réfléchies qui vont contribuer à renforcer la cohésion nationale et à protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays. Évitons des lois qui puissent nous amener à la division. C'est cela qui fera la grandeur de notre pays. C'est cela qui va faire établir la paix dans notre pays. Voilà ce que je peux dire. Bien, mesdames, messieurs, je sais que vous avez été très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. C'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.